Cher ami, il y a 50 ans, la loi des mesures de guerre était déclarée pour une question d'insurrection appréhendée. Et puis, 500 personnes, près de 500 personnes ont été emprisonnées. Mais en fin de compte, pour mon propos, ce que je veux vous dire, c'est que les libertés civiles ont été suspendues. 50 ans plus tard, on menace de suspendre encore une fois les libertés civiles. Cette fois-ci, c'est pour une deuxième vague appréhendée. Alors, dans un cas comme dans l'autre, les raisons qui sont invoquées pour aller à des mesures qu'on pourrait qualifier d'extrêmes ne tiennent pas vraiment la route. En 1970, on avait dit, quand le gouvernement Trudeau avait déclaré la loi des mesures de guerre, beaucoup de gens avaient pris ça au sérieux. Beaucoup de gens croyaient à la véracité de cette raison-là. Mais avec le temps qui a passé, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas d'insurrection appréhendée, qu'il y avait eu certainement des enlèvements, qu'il y avait eu des actes terroristes qui avaient été commis, mais que ça ne concernait que des petits groupes et des petits groupes jusqu'à un certain point qui étaient suivis et qui étaient on ne sait pas encore aujourd'hui jusqu'à quel point ils étaient infiltrés. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient à la tête de ces groupes-là, il y avait des gens de bonne foi, mais des jeunes qui étaient mal orientés, disons. Mais le gouvernement fédéral n'était pas ignorant de ce qui se tramait à cette époque-là. Mais on avait quand même prétendu qu'il y avait un danger qui menaçait le Canada au point qu'il fallait déclarer la loi des mesures de guerre. On parlait donc d'insurrection appréhendée. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, pratiquement mois pour mois, des menaces à la liberté civile, individuelle et collective sont encore proférées par les autorités politiques et par relayées assez fidèlement par les médias d'information. Mais ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que depuis le début de l'affaire de la COVID-19, parce que c'est devenu une affaire, c'est pas une pandémie, c'est une affaire sur laquelle il faudra enquêter. Il faut quand même se rendre à l'évidence que les menaces, pas les menaces, mais les pronostics alarmants qui ont été d'abord rendus publics par l'Organisation mondiale de la santé et toutes les prévisions successives ont été en deçà de la gravité. Ça a été, tout ce qui s'est produit, dans le fond, est beaucoup moins important que ce qui avait été laissé, qu'est-ce qui avait été anticipé et qu'est-ce qui avait été annoncé. Alors, encore à l'heure actuelle, effectivement, la prétendue ou la supposée deuxième vague avec laquelle on nous bassine depuis maintenant 6 à 8 semaines ne s'est pas encore matérialisée, mais c'est en rapport avec le risque qu'elle s'avère qu'on est prêt à aller à des extrémités dans le sens de réduire la liberté de mouvement, d'obliger les gens à porter des masques, distanciation sociale, etc. C'est certain qu'il y a certaines mesures qui sont toujours bienvenues, comme par exemple l'hygiène publique, ces choses-là, ça a toujours été. Mais on ne peut pas aller aussi loin que d'empêcher les manifestations publiques, obliger les gens qui ne sont pas malades de porter des masques. D'autres que moi se sont exprimés là-dessus, et notamment des personnes qui sont très compétentes, un grand nombre de médecins, un grand nombre de scientifiques se sont exprimés à l'encontre de ce que met de l'avant les gouvernements fédéral et provincial, mais ceux qui disent autre chose que ce que les autorités mettent de l'avant sont ignorés ou sont considérés comme des personnes qui n'ont pas de crédibilité. C'est la grande différence avec octobre 1970.
À l'époque, j'étais impliqué à cette époque-là parce que il s'adonne que j'ai été arrêté, j'ai été emprisonné pendant sans procès et sans accusation. J'ai été gardé emprisonné finalement pendant 3 semaines. Alors j'ai quand même suivi ça de près et je me suis intéressé à ça depuis ces événements-là. Ce qu'il y a la grande différence qu'il y a avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les appréhensions qu'on a, qui sont la fameuse seconde vague, ne sont pas discutées dans l'espace public, soit au niveau politique, au niveau de l'opposition, que ce soit l'opposition officielle, les autres partis de l'opposition qui ne font pas leur travail, en ne contestant pas suffisamment ou en n'apportant pas suffisamment des objections valables, fondées et, au gouvernement. Et d'autre part, la presse est extrêmement, à mon avis, la presse est responsable de ne pas permettre à des opinions contraires à celles qui sont mises de l'avant par le gouvernement, ne leur permet pas de s'exprimer en bonne et due forme. Ce qu'on voit de la presse, c'est essentiellement une entreprise pour discréditer ceux qui ont des opinions contraires. Cette ostracisation, ça veut dire mettre à l'écart, cette ostracisation des opposants ou des personnes qui ont des critiques à formuler n'est pas le signe d'une démocratie, n'est pas le signe d'une société libre, n'est pas le signe d'une société qui respecte les opinions que peuvent exprimer ces citoyens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Et la façon dont la presse se comporte, il faut vraiment s'interroger à savoir si ce n'est pas un comportement d'une presse achetée pour la bonne raison que la presse est depuis un certain nombre d'années subventionnée de différentes manières par les fonds publics. Alors la presse est liée avec le gouvernement, elle est liée avec l'État et s'empêche jusqu'à un certain... Elle n'est pas libre, elle n'a pas les mains libres et par conséquent, la plupart des chroniqueurs, la plupart des journalistes s'emploient de manière militante à discréditer l'opposition en ce qui concerne les agissements et les mesures mises de l'avant par les gouvernements. Alors, il y a lieu de dénoncer cet état de fait comme étant une atteinte aux droits démocratiques, à la liberté d'expression que nous devrions avoir ici. Donc, en gros, c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et j'espère que vous relirez cette vidéo-là. Et puis, à la prochaine. Merci.